Bonjour à toutes et tous. Nous commençons aujourd'hui le dernier exposé de cette série d'exposés autour des 75 ans de l'informatique en France. On a commencé il y a un petit peu plus d'un an. À l'époque, c'était vraiment les 75 ans, puisqu'on prend comme base la création de l'Institut Blaise Pascal en 46. Mais les crises Covid aidant, on a débordé sur l'année 2022. Peut-être qu'il y aura d'autres présentations de ce type-là, mais ça s'appellera plus les exposés de 75 ans, parce que là, ça fera quand même vraiment réchauffer. Voilà. Donc aujourd'hui, on accueille Emmanuel Saint-James. Donc Emmanuel Saint-James a participé à une partie de l'aventure de l'informatique à l'UPMC d'abord, et puis à Sorbonne Université ensuite. Il a fait un certain nombre de choses. Dans une première vie, c'était un linguiste au sens informatique du terme, avec des considérations très récursives de langage, et avec aussi des considérations un peu philosophiques. Je pense qu'on retrouvera ça dans cet exposé. Il s'est ensuite, il a décidé de faire un petit tour dans l'industrie, et puis il en est revenu. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aussi aux aspects graphiques, éditorial. C'est quelqu'un qui enseigne beaucoup, je ne sais pas si on enseigne encore à l'école Estienne. Non, plus maintenant. D'accord. Et puis qui travaille beaucoup avec des gens à l'IRCAM, qui s'intéressaient aussi. Donc c'est une autre forme d'informatique multimodale, dirons-nous. Et donc aujourd'hui, il va alors parler, avoir un point de vue de l'histoire de l'informatique, vu sous forme d'une course d'obstacles. Alors épistémologique, mais je pense que c'est pas que épistémologique. L'informatique, ça a été une course d'obstacles, ça reste encore une course d'obstacles, ne serait-ce que parce que maintenant c'est acquis, mais on fait des liens de plus en plus entre d'autres disciplines et entre des données non structurées. Enfin, l'informatique est devenue un outil à tel point, et je le rappelle encore, ces outils font que beaucoup de gens voient l'informatique comme une technologie, mais en fait, l'informatique, pour que cette technologie fonctionne, pour qu'Internet fonctionne, nos téléphones, ça, il y a énormément de science qui s'est passée derrière pour qu'on arrive à construire des systèmes d'une complexité incroyable aujourd'hui, qui fonctionnent remarquablement bien au vu de la quantité de lignes de code et de dispositifs qu'ils impliquent. Voilà. Merci Emmanuel. Merci Fabrice. Bien, alors effectivement, donc c'est le dernier exposé de cette série de conférences, et justement, j'ai voulu essayer d'avoir un point de vue global sur l'histoire de l'informatique. Ce qui est évidemment quelque chose d'un petit peu risqué, parce que quand on veut résumer 75 ans, on va faire des choix en disant que ça c'est du détail et j'en parlerai pas, ce qui va peut-être évidemment froisser certaines sensibilités. Mais bon, je pense que c'est justement ça l'intérêt, d'essayer d'avoir un point de vue synthétique et puis de voir si ce point de vue synthétique résiste aux critiques, ou s'il y a vraiment des manques qui vont poser problème. Donc ce que vous voyez là, c'est un processeur, comme on dit aujourd'hui, donc là avec 32 broches, il y en a encore plus maintenant. Et la problématique, c'est qu'est-ce qu'on va connecter à ce processeur pour pouvoir parler d'un ordinateur, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors le plan de mon exposé va être le suivant. Je vais commencer par parler de 3 illusions, puis de 10 obstacles. Alors ces 3 illusions, c'est 3 versions de l'histoire de l'informatique qui me paraissent fausses, et je vais expliquer pourquoi elles me paraissent fausses. Ensuite de quoi je vais vous exposer ce que je pense être effectivement un point de vue plus pertinent sur l'histoire de l'informatique, vu comme étant le franchissement de 10 obstacles, et on verra quels sont ces obstacles. J'avoue d'avance qu'il y a effectivement une branche de la discipline qui n'est pas inclue dans cette vision synthétique des choses, et je dirais pourquoi ce n'est pas surprenant. Et puis évidemment, je serai ouvert à toutes les questions et même les critiques. Bien, alors ces 3 illusions dont je parlais, c'est effectivement par 3 fois l'histoire de l'informatique a été vue comme étant une succession de générations de certaines choses. Et puis cette présentation, c'était un petit peu pour dire il y a un sens de l'histoire, c'est quelque chose qui a assez mauvaise presse en général, qui fait que c'est ça la suite des événements. Bon, et ces trois présentations, ça a été d'une part les générations de langages de programmation, les générations de machines, et enfin les générations de processeurs.
Bon, alors c'est ça que je vais récuser. Pourquoi je fais ça? Bon, c'est toujours facile rétrospectivement de dire, de se moquer un petit peu de ceux qui avaient fait des prévisions qui sont révélées fausses. Alors, je pourrais dire qu'il y a déjà 30 ans que j'avais dit qu'il y en a une qui se réaliserait pas, et j'avais raison. Bon, j'ai même une publication là-dessus. Bon, mais il faut faire attention parce qu'il y a aussi des choses que j'ai dites il y a 30 ans qui étaient fausses. Donc, bon, c'est peut-être pas une très bonne idée d'attirer l'attention là-dessus. Ce qui me paraît plus intéressant, surtout, c'est l'argument standard des historiens qui ignorent l'histoire, se condamnent à en répéter les erreurs. Je crois que c'est une formule qui est assez choc et assez juste. Donc effectivement, ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre quelle a été l'illusion et pourquoi les choses ne se sont pas passées comme prévu. Bon, alors effectivement, si vous regardez l'histoire des langages de programmation, vous pouvez la résumer comme étant une suite de dispenses de codage, sauf évidemment le premier. Alors, si vous prenez le tout premier, c'est le fait de programmer directement en binaire. On introduit des nombres dans l'ordinateur. Bon, si vous devez tout faire uniquement en introduisant des nombres, ça veut dire que vous devez coder les instructions. Vous devez savoir que l'addition, c'est FF en hexadécimal. Vous devez coder les adresses en mémoire. Vous devez coder les structures de données et vous devez coder l'algorithme. Tout ça en binaire. Bon, évidemment, c'est assez fastidieux. On ne va pas écrire 1 million de lignes de code avec cet environnement de programmation. Bon, ensuite de quoi vous avez les langages d'assemblage. Les langages d'assemblage, c'est quoi? C'est simplement que vous avez une version alphabétique du langage binaire, c'est-à-dire que justement, vous pouvez écrire plus. Et puis vous avez un petit programme qui s'appelle l'assembleur qui lui sait que plus ça se code en FF et puis du coup vous pouvez économiser quand même d'apprendre par cœur ce qu'on appelle le coding sheet du processeur. Bon, c'est déjà quelque chose de gagné. Bon, alors après on est arrivé dans ce qu'on a appelé les langages dits évolués et le premier d'entre eux était Fortran qui est un langage qui fait partie de la famille de ce qu'on appelle impératifs, où là, on n'avait plus besoin de coder les adresses. C'est-à-dire, vous disiez, voilà, j'ai besoin d'un tableau de 100 entiers, je l'appelle truc, et puis c'est le compilateur Fortran qui va dire, moi je vais le mettre à l'adresse FS352, et hop, vous n'avez plus besoin de préciser ce qui est numérique. Bien, vous avez après une autre famille de langages qu'on appelle les langages fonctionnels, ou qu'on appelait aussi applicatifs à l'époque. Le premier d'entre eux était Lisp. Alors là, c'est encore mieux, vous n'avez pas à déclarer la structure de données, vous avez une structure universelle qui est l'arbre binaire, et avec ça, on peut absolument tout faire, et on ne se soucie pas de dire j'ai besoin de réserver tant de mots mémoire, etc. Et puis enfin, vous avez eu la programmation dite logique, ou déclarative, le premier d'entre eux était Prolog, où là, carrément, vous ne programmez même plus l'algorithme. Vous dites, voilà, en fait, je veux résoudre un problème qui a telle et telle variable, je connais certaines propriétés de certaines de ces variables, et trouve-moi automatiquement la valeur des variables dont j'ignore l'existence. Bon, on avait donc une suite, effectivement, de langages qui disaient, plus ça va, et moins on a à se donner de la peine de coder numériquement les choses. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur cette suite? Alors, d'une part, effectivement, vous avez un gain de concision, c'est-à-dire que programmer tout en numérique, c'était long comme le bras, et plus vous utilisez un langage qui est de plus en plus évolué, comme on disait, et moins vous avez à en écrire. Donc, votre programmation, évidemment, votre programmation en tant qu'activité du programmeur est évidemment beaucoup plus efficiente. Bon, qu'est-ce qu'on peut remarquer également qui programme encore directement en binaire aujourd'hui? C'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus d'étudiants. J'aurais aimé faire un sondage. Combien on programmait en binaire? Moi, j'ai encore programmé en binaire à mes débuts. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de gens qui l'ont fait. Bon, qui est-ce qui programme en binaire? Ceux qui construisent effectivement les processeurs, ça, ils sont quand même un petit peu obligés de tester certaines choses. Bon, l'assembleur, ça aussi, c'est quand même à peu près
quelque chose que les étudiants normalement doivent faire pour voir un peu qu'est-ce que c'est qu'être le plus près de la machine possible. Mais enfin bon, il n'y a plus grand monde non plus qui programme directement l'assembleur. Bon, alors du coup, vous avez des gens qui ont dit, on voit bien la suite qui est en train de se faire, et donc finalement, tout ça va disparaître, on va garder que le dernier des langages, en particulier Prolog. Et donc Prolog, à son époque, est quelque chose qui était considéré comme étant le nec plus ultra des langages qui allait faire disparaître tous les autres. C'était ça le pronostic. Bon, aujourd'hui, quand vous sondez un étudiant en lui demandant Prolog, ça vous dit quelque chose, c'est évidemment, ça a complètement disparu des radars. Alors pourquoi ? Alors, l'idée effectivement qu'il y avait derrière, qui n'était pas sotte a priori, c'est de dire que, en fait, tous ces langages sont de plus en plus expressifs. On peut exprimer des choses de plus en plus compliquées avec un minimum de mots. Et donc ça, a priori, ça devrait effectivement être le sens de l'histoire. Bon, alors d'une part, cette vision des choses, elle est quand même ultra simpliste, parce qu'il y a d'autres choses qui se sont passées. D'abord, vous avez eu des influences mutuelles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que chaque famille langage vivait sa vie totalement indépendant des autres. Chaque langage avait quand même des idées où les autres disent, tiens, quand même, ça, ce serait peut-être pas mal. Et regardez, par exemple, vous avez deux choses qui au départ appartenaient exclusivement au langage fonctionnel, qui sont la récursivité, le fait qu'une fonction puisse s'appeler elle-même, et ce qu'on appelle les expressions fonctionnelles, c'est-à-dire le fait de pouvoir passer une fonction en argument d'un autre, ou de passer une fonction en résultat d'une autre fonction, donc des processus un petit peu compliqués. Bon, quand c'est arrivé, tous les gens qui faisaient du langage impératif trouvaient que non, ça sert à rien, ça coûte très cher à implémenter, c'est très compliqué à mettre en œuvre, etc., etc. Bon, aujourd'hui, tous les langages impératifs admettent la récursivité, et un certain nombre admettent aussi les arguments fonctionnels. Vous avez même quelque chose qui était là encore plus compliqué, qu'on appelle la capture de continuation, c'est-à-dire que le fait de pouvoir suspendre un programme, suspendre une exécution et de dire je mémorise dans un coin là où j'en suis et je vais relancer le calcul plus tard exactement à l'endroit où il était, c'était que les langages fonctionnels non typés, comme on disait. Ça commence là aussi à percer un petit peu ailleurs. Donc aujourd'hui, dire qu'il y a des familles de langages très différentes et qu'en particulier il y en a une qui est forcément meilleure que les autres, pose déjà un petit peu des problèmes. Bon, l'autre influence mutuelle qu'il y a eu, c'est justement sur les langages dits déclaratifs, c'est-à-dire ceux qui faisaient ce qu'on appelait dans le jargon le backtracking, c'est-à-dire d'essayer plusieurs solutions possibles jusqu'à trouver la bonne. Donc le backtracking, on peut traduire par reprise sur échec. Aujourd'hui, vous avez tous les langages de programmation qui vous proposent une interface avec une bibliothèque qui s'appelle PCRE, qui est le fait de rechercher des motifs dans une chaîne. Et c'est exactement fondamentalement les idées de la programmation logique. Bon, et puis une autre chose qui est assez peut-être encore plus frappante par rapport à cette idée que c'est l'expressivité qui est la perspective historique, c'est que au contraire on a vu tout un tas de langages qui volontairement ont réduit l'expressivité. Alors vous avez par exemple le fait qu'on a voulu faire ce qu'on appelle un typage statique des programmes, c'est-à-dire d'essayer de détecter des erreurs d'avance. Et pour pouvoir détecter les erreurs d'avance, on va imposer des cohérences fortes sur le fait que, intuitivement, on ne va pas additionner des nombres et des chaînes de caractères. Bon, et donc on veut pouvoir repérer ça d'avance plutôt que de le repérer à l'exécution. C'est ça qu'on appelle le typage statique. Bon, alors du coup, effectivement, on va trouver que c'est quelque chose d'intéressant à faire, le fait d'anticiper les erreurs, mais on ne peut faire ce genre d'analyse que si on réduit l'expressivité du langage. Et donc finalement, le fait de dire plus il y a d'expressivité, mieux c'est, ce qui était l'idée au départ, finalement non. Parce que justement, ça pose d'autres problèmes, et typiquement l'anticipation des erreurs. Bon, vous avez même des langages de programmation qui vont être, comme on dit, non Turing complet dans notre jargon, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas exprimer tous les algorithmes avec ces langages. Et typiquement, tout ce qui est manipulation de bases de données,
Ce qu'on veut faire dans une base de données, c'est trouver un certain nombre d'informations qui répondent à certaines exigences. On va évidemment mettre à jour la base de données, mais typiquement, on ne veut pas se retrouver dans une situation où on va avoir des boucles infinies. Les langages d'interrogation de base de données, c'est typiquement des langages où, effectivement, ce n'est pas possible de faire des bugs qui soient du genre boucle infinie, le programme se termine jamais. Et donc là aussi, on veut réduire l'expressivité pour garantir, justement, pouvoir optimiser, pouvoir faire tout un tas de choses comme ça. Bon, vous avez aussi, comme autres langages qui ont été volontairement réduits, des langages dans lesquels vous avez plus beaucoup d'entrées-sorties, c'est-à-dire le fait de pouvoir consulter des fichiers, en écrire, etc. Bon, ça c'est typiquement un langage comme JavaScript qui est embarqué dans les navigateurs. Vous chargez une page web quelque part. Si vous pouviez charger un programme qui allait scratcher votre disque dur, évidemment, vous ne seriez pas content. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait exprès de faire un langage dans lequel on peut faire un certain nombre de choses, mais typiquement pas manipuler des fichiers. Donc là aussi, on réduit volontairement l'expressivité pour des raisons de sécurité. C'est ce qu'on appelle les langages embarqués, et justement, ils sont embarqués dans des endroits un peu dangereux, donc on les empêche de faire n'importe quoi. Bon, une autre chose aussi qui a disparu au niveau de l'expressivité, c'est ce qu'on appelait la réflexivité, le fait de pouvoir construire un programme, construit un autre programme et il se met à exécuter le programme en question. Ça, c'est ce qu'on appelle la réflexivité. Ça aussi, on estime que c'est trop dangereux. C'est au contraire une des grandes forces de Lisp. La plupart des langages de programmation aujourd'hui, soit carrément l'interdisent, soit mettent des restrictions ou préviennent que si vous faites ça, vous n'allez pas correspondre aux normes standards et votre programme sera considéré comme suspect. Bien, donc finalement, c'est pas l'expressivité qui était la perspective historique des langages de programmation. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus la fiabilité et la sécurité. Et donc, fausse perspective historique en ce qui concerne les langages de programmation. Bien, un autre exemple de perspective historique qui était fausse, c'est ce qu'on a appelé les générations de machines. Alors, la première génération, c'était ce qu'on appelait les ordinateurs avec des tubes à vide. Après, on a inventé le transistor, donc on a remplacé les tubes à vide par les transistors. Soit, on peut effectivement dire que c'est une rupture assez importante. Bon, il y a eu une troisième génération où on a utilisé des circuits intégrés, c'est-à-dire des transistors qu'on va pouvoir câbler de manière beaucoup plus rapprochée. Et puis une quatrième génération qui est déjà un petit peu discutable, qui est les circuits très intégrés, en anglais le VLSI. Alors que là vous avez un changement qui est quantitatif et plus qualitatif, et du coup ça, à la limite, on aurait pu mettre d'autres étapes vis-à-vis de celle-là. Et puis est arrivé un projet dit de 5e génération. Qui a été lancé en fanfare. C'était justement à l'époque où Prolog était considéré comme étant le langage de l'avenir, et donc c'était un projet qui disait on va faire une machine spécialisée pour Prolog, et du coup on va résoudre le problème de la lenteur de ce langage. Et on se donnait 10 ans pour faire ça. Alors en définitive, ce projet n'a abouti qu'à un nouveau compilateur Prolog. Il n'y a aucune architecture de machine qui a été qui en est sortie, même qui n'a même pas été proposée. J'ai assisté à plusieurs exposés là-dessus, et c'était toujours extrêmement flou ce qui allait être fait au niveau matériel. Et puis justement cet échec, alors moi c'est celui que j'avais prévu, c'est qu'il y avait un précédent. Le précédent, c'était justement Lisp, qui était lui-même déjà des petits problèmes de lenteur. Et il y a eu de construire des machines Lisp qui faisaient effectivement, au niveau matériel, la tâche qui était très coûteuse de gestion de mémoire automatique. Bon, ces machines ont réussi à être produites, mais ont été un échec commercial. Et donc, pour Prolog, où c'était absolument pas clair ce qu'il allait être fait, ça n'a donc pas du tout abouti. Alors, c'est intéressant de prendre cet exemple-là parce qu'il a eu des conséquences que je trouve assez malheureuses avec un autre projet qui s'appelle les machines à réduction, que j'appelle les machines à réduction de crédit.
Ce projet de 5e génération, c'était le Japon qui l'avait lancé. À l'époque, le Japon terrorisait l'Europe et les États-Unis parce qu'ils étaient en train de ravager toute l'industrie d'électronique grand public, de voitures, etc., etc. Et donc, il y a eu le sentiment que le Japon, avec ce projet de 5e génération, allait aussi ravager l'industrie informatique américaine et européenne. Européenne était assez importante encore à l'époque. Donc il y a eu une sollicitation très forte des pouvoirs publics européens de mettre sur pied un projet concurrent. Bon, donc ça a été ce qu'on appelle les machines à réduction, et je trouve que c'est assez exemplaire de ce qui se passe quand c'est les politiques qui disent aux chercheurs par où ils doivent chercher. C'est aussi pour ça que j'aime bien faire ce retour historique, c'est ce que nous apprend ce genre de sauge aujourd'hui, parce que ce genre d'attitude, malheureusement, n'a pas disparu. Bon, alors c'était quoi cette idée? C'était de dire on va abandonner les architectures des ordinateurs traditionnels, ce qu'on appelle l'architecture de von Neumann, qui d'ailleurs ne l'a pas inventé, mais ça, bon, c'est toujours pareil, on le corrige. Donc c'est lui qui a fait un rapport sur l'idée de deux ingénieurs qui ont eu effectivement cette idée d'architecture, et puis donc c'est passé à la postérité comme étant sa machine. Bon, alors l'idée c'était de dire on va plus prendre ce modèle-là, et on va prendre d'autres modèles du calcul. Et ces modèles en question, c'était des modèles qui étaient antérieurs, justement, au modèle qu'ont choisi les ingénieurs que von Neumann a plébiscité. Alors, ces modèles, ils portent un nom, ça s'appelle le lambda calcul et la logique combinatoire. C'est effectivement des modèles mathématiques extrêmement intéressants et qui reposent donc sur un mécanisme qu'on appelle la réduction. Qu'est-ce que c'est que la réduction? C'est le fait de dire qu'est-ce que c'est que calculer quelque chose? Eh bien, c'est le fait d'avoir une certaine expression mathématique qui est longue comme le bras et de transformer ce symbole mathématique, cette formule mathématique, jusqu'au moment où on ne pourra plus la simplifier. D'accord? Bon, et donc ça veut dire que vous réécrivez l'intégralité du programme et l'intégralité des données à chaque étape de calcul. D'accord? Et c'est pas un mot mémoire qui change quelque part, c'est l'intégralité de la mémoire qui doit changer à chaque étape. Bon, alors évidemment, ça a un coût absolument faramineux. Au niveau de gestion mémoire, c'est bien pour ça que justement les pionniers de l'informatique, qui connaissaient le lambda calcul et la logique combinatoire, se sont empressés d'inventer autre chose, parce que justement ça ne marchait pas ce modèle. Et là on a encore un bel exemple de ce qui se passe sur le fait qu'on ne lit plus les auteurs du passé. On a toujours des références bibliographiques qui sont les gens encore en activité. Le résultat, c'est qu'on oublie complètement pourquoi certaines décisions ont été prises dans l'histoire d'une science. Alors, qu'est-ce qu'ont inventé ces pionniers, justement? Ils ont inventé le fait que, finalement, si on prend donc une mémoire découpée en adresses, on va pouvoir, en fait, associer la notion de variable mathématique à la notion d'adresse mémoire, donc de variable en informatique. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, la notion d'adresse mémoire, c'est la concrétisation de l'abstraction qui est la variable mathématique. Et c'est effectivement ça qui a permis de faire des ordinateurs efficaces. Bon, et l'autre chose qu'ils ont inventé aussi assez petit à petit, ce qu'on appelle le registre d'adresse, c'est-à-dire le fait de dire, là, ce que je donne, c'est une valeur numérique, mais en fait, ce n'est pas la valeur de la variable mathématique que je veux manipuler, c'est l'endroit en mémoire où se trouve la valeur de la variable en question. Okay? Donc, c'est ce qu'on appelle le registre d'adresse, on appelait ça parfois aussi le registre d'index dans certaines situations. Et donc, du coup, on peut effectivement dérouler un calcul sans avoir à réécrire toute la mémoire. Bon, alors du coup, ces deux projets, la 5e génération et les machines à réduction, ont accouché, je dirais donc même pas d'une souris, puisque la souris, au sens ordinateur du terme, justement, était inventée juste à ce moment-là. Comme quoi, ce n'était pas effectivement la bonne piste de vouloir s'occuper d'une nouvelle architecture des machines. Bien, 3e génération, ce qu'on appelle les générations de processeurs. Alors là, je serai
quand même un petit peu plus d'accord sur le fait qu'il y a quelque chose de vrai, sauf que la manière dont c'est exprimé est assez critiquable. Donc c'est ce qu'on appelle la loi de Moore. Alors plusieurs remarques sur cette loi. Alors d'abord, en science, le mot loi, hein, normalement, ça s'applique à des phénomènes. Hein. Bon, là, on veut appliquer ça à un objet manufacturé. Je trouve ça déjà un petit peu problématique. Hein. La notion de loi en science, hein, c'est quand même quelque chose d'assez fort. C'est vraiment quelque chose dit, voilà, la nature est comme ça et l'homme pourra faire ce qu'il veut. De toute façon, c'est comme ça que ça réagira. L'objet manufacturé, par définition, c'est l'homme qui fait ce qu'il veut. Donc, dire qu'il y a une loi à propos d'un objet manufacturé, c'est déjà, je trouve, un problème. Et bon, d'une manière générale, le vocabulaire anglais hein, de l'informatique pose problème. Hein. Computer science, pour la même raison, je trouve que c'est une formule qui ne veut rien dire. Hein, il n'y a pas de science d'un objet manufacturé, il y a une science des phénomènes. Alors, cette loi, en plus, a connu plusieurs énoncés. Alors, en 1965, ce qu'a dit Gordon Moore, c'est que le nombre de transistors sur un circuit intégré double tous les ans, ce qui était à peu près vrai, effectivement, dans les années qu'on suivit. En 1975, il a dit que ben non, ce sera uniquement tous les 2 ans. Bon, en fait, c'est parce qu'il avait une vue hein, de ce qui était possible de faire. Il avait un programme de développement et il s'est bien anticipé que c'est ça qui allait se passer. Bon, sauf qu'on dit loi de Moore à propos de 2 énoncés où il y a quand même un facteur 2 là qui est un petit peu problématique. On ferait ça en physique, je pense qu'il y aurait des problèmes. Bon, et puis finalement, vous avez cette formulation qui est encore plus différente et qui dit que bah non, c'est la performance des ordinateurs hein, qui va doubler tous les 18 mois. Bon, c'est une loi qui est assez extensive dans son énoncé. Hein. Bon, alors, donc du coup, vous voyez bien, il s'agit, dans ce dernier énoncé, il y a déjà un problème, hein, c'est qu'on ne parle plus du processeur, hein, c'est-à-dire justement de l'intégration des transistors sur une puce de silicium. On parle de l'ordinateur en général. Bon, c'est évidemment, ça commence à être beaucoup plus large. On peut optimiser plus de choses. Bon, et puis, c'est quoi le terme de performance? La performance d'un ordinateur, hein, c'est vraiment pas une unité de mesure du système de mesure international. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien, si vous regardez un petit peu les choses, hein, depuis 20 ans, la fréquence d'horloge supportée par les processeurs n'a pas bougé. Hein, on est dans les 3 GHz, c'est même tendance à baisser parce qu'on veut faire, on a maintenant des soucis d'économie d'énergie, ce qui fait que bon, visiblement, on ne dépassera pas les 3 GHz. Bon, alors, c'est pas faux quand même tout ça. Hein, on ne peut pas nier qu'effectivement l'intégration de transistors sur une même surface a évolué, mais bon, ce que je trouve quand même un petit peu dommage, c'est qu'on passe à côté de ce qui est vraiment important hein, dans cette histoire. Alors, qu'est-ce qui est vraiment important? Effectivement, on arrive à faire d'une gravure plus fine. Bon, mais c'est le fait que votre processeur il est grand comme ça et après il est grand comme ça, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est par le fait que vous avez une gravure plus fine, ça veut dire que le chemin que l'électron va faire dans le processeur est plus court. Et donc, il va aller plus vite. Et c'est ça, véritablement, qui est intéressant. C'est pas le fait de gagner 1 centimètre sur un truc qui est déjà minuscule. La deuxième chose aussi, c'est que, bon, par le fait qu'on arrivait à intégrer de plus en plus de composants électroniques, on a carrément pu faire des processeurs qui avaient de la mémoire à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au départ, vous aviez le processeur et puis la mémoire de l'autre côté. Et puis on a dit, on va mettre de la mémoire directement au niveau du processeur, au niveau de la fonderie. Au début, c'était ce qu'on appelait les registres. Et puis maintenant, vous avez carrément quelques mégas, éventuellement, qui accompagnent le processeur directement. Donc évidemment, le temps d'accès au processeur à la mémoire, du moment que c'est dans cette partie-là, va être évidemment beaucoup plus rapide. Bon, et puis, on a aussi dit, maintenant qu'on maîtrise bien toute cette technologie, on peut même carrément faire ce qu'on appelle des architectures multicœurs. Alors, multicœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez plusieurs unités de calcul dans un même processeur. Vous avez plusieurs additionneurs, hein, plusieurs multiplicateurs, etc. Et vous allez pouvoir faire un certain nombre de choses en parallèle. Donc, c'est ça, véritablement, hein, qui a permis l'augmentation des performances, hein, comme annoncé. Bon, et puis une autre chose aussi qui me paraît beaucoup plus importante
que juste cette histoire d'intégration, c'est ce qu'on a appelé les architectures risques. Alors là aussi, c'est un petit peu trompeur comme dénomination. Hein, donc c'était dit, voilà, c'est des... alors déjà, en plus, il y a le mot computer et pas le mot processeur. Le fait de dire qu'on va avoir un processeur avec un nombre réduit d'instructions par opposition aux processeurs qui ont un grand nombre d'instructions. C'était comme ça que c'était présenté à l'époque. En fait, c'est pas tellement ça l'important. L'important, c'est que vous avez toutes les instructions qui ont la même longueur. C'est ça qui est véritablement la chose importante dans l'architecture dite risque, parce que du coup, ça veut dire que vous pouvez charger une instruction en un seul cycle d'horloge, hein, et ce n'est plus dépendant de la longueur de l'instruction. Et par le fait que vous pouvez la charger en une seule fois, vous pouvez donc charger l'instruction suivante alors que vous n'avez pas fini d'exécuter l'instruction que vous venez de charger. D'accord ? Et donc, vous pouvez commencer à faire en parallèle les étapes d'exécution des différentes instructions. Bon, c'est ce qu'on a appelé la technique du pipeline. Et donc, ce qu'on est en train de faire, hein, c'est véritablement, si le pipeline pouvait marcher à fond, hein, ça voudrait dire qu'on aurait une égalité entre nombre d'instructions exécutées par seconde et fréquence d'horloge. Hein, donc, effectivement, le gigahertz, ça veut dire 1 milliard d'instructions par seconde, alors que non, c'est ce milliard, ces instructions, c'est en fait les micro-instructions, les étapes hein, qui sont réalisées. Bon, et puis vous avez encore des choses un peu plus compliquées, ce qu'on appelle le branchement prédictif. Est-ce que le pipeline va toujours être rempli au maximum ? On va essayer qu'il le soit. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce que je veux dire, donc, c'est que le fait de dire on va intégrer de plus en plus, on va acheter des machines de plus en plus compliquées pour faire des gravures de plus en plus fines, etc. Bon, ça a son importance, je ne vais pas dire le contraire, hein, mais au niveau de l'avancée des concepts, hein, des véritables inventions qualitatives, hein, et non pas seulement quantitatives, le problème est ailleurs. Hein, il est justement dans ces petites découvertes qui sont là. Bien, alors donc, puisque ces perspectives sont insatisfaisantes, je vais essayer d'avoir quelque chose, d'avoir une présentation que je dirais un peu moins biaisée, hein, parce que dans les trois cas, hein, ce qu'il s'agissait de montrer, c'est de dire donnez-nous de l'argent parce qu'on va dans la bonne direction. C'était ça qui était derrière. Bien, alors, si vous regardez un petit peu l'histoire des sciences, vous avez des concepts qui sont quand même un petit peu moins biaisés. Et en particulier, il y a un auteur que j'aime bien qui est Gaston Bachelard, qui est un philosophe des sciences de la nature, hein, qui a donc dégagé cette notion d'obstacle épistémologique, hein, c'est-à-dire de dire qu'il y a des barrières intellectuelles qui font qu'on n'étudie pas un phénomène de manière rationnelle, de manière scientifique. Alors, il prend l'exemple de la physique et il cite une dizaine d'obstacles épistémologiques, en particulier deux que je vais reprendre à mon compte, hein, qui sont le fait que souvent le vocabulaire vous envoie sur des fausses pistes, et puis d'autre part qu'on a des préjugés. Hein. En particulier, il dit il ne faut pas croire que les gens arrivent vierges devant un phénomène à étudier, ils ont tout un tas de préjugés hein, qui vont faire que justement ils ne vont pas le regarder de la bonne manière. Bien, alors, si vous arrivez à vous affranchir de ces obstacles, vous allez pouvoir éventuellement faire ce qu'il a appelé une rupture épistémologique, hein, c'est-à-dire le fait que tout à coup, il y a une nouvelle manière d'aborder les choses qui fait que vous arrivez à expliquer plus de phénomènes ou plus précisément, etc., etc. Bon, vous avez, chez les auteurs plus récents, on parle aussi parfois de changement de paradigme dans une discipline. En fait, je crois que c'est exactement la même chose. Et puis, à l'inverse, il y a un précurseur que je trouve intéressant qui va permettre un petit peu de comprendre aussi cette idée. C'est Léon Brunswick qui a fait en particulier une histoire des mathématiques extrêmement intéressante dans lequel il parle de la notion de nombre, hein, qui est quelque chose qui a énormément évolué. C'est-à-dire que, typiquement, pour les Grecs, les nombres, c'était forcément des nombres entiers. Hein, et puis une fraction, c'était un rapport et c'était autre chose. Et puis quant aux irrationnels, là, carrément, ça n'existait pas. Hein, le fait, au contraire, de dire, non, il y a des nombres, mais finalement, après les nombres entiers, on va inclure les fractions comme étant aussi des nombres, et puis les irrationnels comme étant aussi des nombres, et puis les complexes comme étant aussi des nombres. Et le fait d'avoir une vision synthétique
la notion de nombre. Hein. C'est ça qui, justement, a permis d'avancer. Bien, alors, un autre concept qui va m'être utile, c'est la notion d'alliage. Alors, évidemment, la notion d'alliage, ça vous fait penser à l'âge du bronze, etc. Cela dit, ça a été étendu par le philosophe Gilles Deleuze en disant que les sociétés se définissent beaucoup par leurs alliages, et il prend ça d'une manière beaucoup plus générale que l'alliage de matériaux, et effectivement, c'est ce qu'on va retrouver en informatique. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qui ponctue beaucoup plus l'informatique, à mon avis, que ces perspectives qu'on a vues tout à l'heure? C'est le fait qu'un ordinateur, c'est pas qu'un processeur, c'est un processeur et ce qu'on appelle des périphériques, hein, c'est-à-dire tout un tas d'éléments matériels supplémentaires hein, qui vont le compléter. Donc c'est tout à fait, effectivement, quelque chose qui relève de cette notion d'alliage. Alors la thèse que j'ai fondamentalement, c'est la suivante, c'est de dire que les grandes étapes de l'informatique, c'est justement le fait que tout à coup, on a franchi un obstacle épistémologique qui fait qu'un nouveau périphérique est possible à adjoindre à un processeur. Et ce périphérique, il peut être totalement nouveau, ou il peut être éventuellement quelque chose qui vient d'un autre domaine du savoir, et constituer du coup une possibilité de développement de l'informatique nouvelle. Bon, alors, je précise bien quelque chose, c'est que je ne suis pas en train de dire que l'informatique se réduit à son matériel. Ce que je dis simplement, c'est que par le fait qu'on a pensé à un nouveau périphérique, tout à coup, il y a toute une branche de la discipline qui se met à se développer, et ce développement, ce n'est pas seulement le fait de mettre au point ce périphérique, de l'améliorer, etc., c'est le fait de développer des méthodologies, voire des théories, qui vont compléter justement le fait que ce périphérique va pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Donc il y a une origine, à mon avis, il y a une origine matérielle de toutes les branches de l'informatique, mais une fois qu'elles ont démarré, elles prennent leur autonomie, et à la limite, le fait que c'était ça leur origine, peu importe. Et on peut se poser la question si toutes les sciences n'ont pas une origine matérielle de la même manière. Bien, alors du coup, je vais soutenir quelque chose qui paraît un petit peu paradoxal, c'est de dire que c'est les périphériques qui sont centraux en informatique. Évidemment, le mot périphérique, c'est justement ce qui n'est pas au centre. Bon, donc ça paraît un petit peu paradoxal, mais d'une part, je pense que c'est les paradoxes qui sont justement les choses les plus intéressantes à utiliser. Et le fait que justement le mot périphérique, qui était au départ un adjectif, est devenu un substantif, dit bien que justement, il a pris un petit peu son autonomie. Bien, donc on va pouvoir regarder maintenant quels sont ces périphériques qui ont ponctué, à mon avis, l'histoire de l'informatique, et quels sont les obstacles épistémologiques qui étaient liés à la découverte de ce périphérique. Bon, on va donc faire une course d'obstacles. Alors, il faut faire des visuels aujourd'hui dans les présentations, donc je me suis dit, je fais donc une course qui va être en plus en 10 obstacles. Voilà, j'ai dit, oui, il y a ça, ça, ça. Et puis, j'ai regardé, tiens, c'est quoi une course d'obstacles? Tiens, il y a le 400 mètres haies, il y a 10 haies dans le 400 mètres haies. Je ne savais pas, c'est une coïncidence intéressante. Et donc, nous, on va faire une course, non pas de 400 mètres haies, de 900 mois périphériques, puisqu'on fête les 75 ans. 75 x 12, ça fait 900. Donc, voici une course de 900 mois périphériques. Alors, c'est toujours intéressant de regarder justement les visuels qui sont proposés sur quelque chose. Si vous voyez un corps d'athlète, vous connaissez tous ces logos, ils datent des Jeux Olympiques de Tokyo de 1964. C'est quoi un corps de sportif? Alors c'est un corps qui est complètement opaque, qui est complètement dépourvu d'organes sensoriels et qui n'a pas de cerveau. Bon, effectivement, c'est ça qu'on attend d'un sportif, c'est un corps à toute épreuve. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, on ne sait pas. Est-ce qu'il peut entendre, voir, sentir, etc. À peu près pas. Et puis, bon, il semble ne pas avoir d'activité intellectuelle. Bon, il y a récemment un footballeur à qui on a demandé ce qu'il pensait du réchauffement climatique. Il dit « je ne pense rien ». Bon, donc, il y a peut-être une certaine véracité dans ce logo. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un corps d'informaticien? Le voilà, le corps d'informaticien.
Alors, un corps d'informaticien, c'est quoi un informaticien? Alors d'abord, c'est quelqu'un qui a absolument besoin de doigts, hein, parce que sinon, il ne peut pas communiquer avec son ordinateur. Il a absolument besoin de son cerveau, d'ailleurs, il passe son temps à comparer son cerveau avec le processeur de l'ordinateur. Et puis, alors, tout ce qui se passe dans son corps, ça n'a aucune espèce d'importance, hein. Il peut rester des jours sans manger, sans dormir devant son ordinateur, il a absolument aucun problème. Bon, vous avez éventuellement en option des oreilles, c'est arrivé assez tardivement, et éventuellement aussi une bouche, mais uniquement pour souffler, c'est-à-dire pour parler et éventuellement jouer d'instruments de musique un peu spécifiques. Alors, eh ben, cet informaticien va donc sauter son premier obstacle, j'espère que tout va bien se passer. Alors, voici donc le premier saut. Alors, vous reconnaissez, j'espère tous ici, une barrette de mémoire. Effectivement, le premier périphérique, on l'a oublié, mais c'est un périphérique, c'est la mémoire auquel le processeur se connecte. Alors, j'ai représenté donc cette mémoire sous la forme qu'elle a actuellement, hein, c'est-à-dire une barrette avec des broches sur les côtés, et puis des performances. Alors 300 MHz, ça veut dire qu'elle répond à peu près en 1 milliardième de seconde quand on lui demande son contenu. Et puis elle ferait donc 16, alors comme on dit, JB-octets, c'est la locution officielle, la notation officielle du système de mesure international, puisque ce ne sont pas des puissances de 10, ce sont des puissances de 2. Donc ça, c'est une mémoire d'aujourd'hui, hein, c'est à peu près le maximum qu'on peut faire. Alors évidemment, j'aurais dû plutôt vous mettre une mémoire de l'époque où on a eu l'idée de mettre une mémoire devant un processeur. Bon, alors cela dit, là, d'abord j'ai besoin de ce dessin pour la suite des opérations, et d'autre part, bon, il y a eu pas mal d'essais, les tours de ferrite, et puis est-ce qu'on considère que les cartes perforées, les rubans perforés, c'est les premières mémoires? Bon, c'est pas trop ça l'important. L'important, c'est de dire, on va adjoindre une mémoire au processeur. Alors, est-ce qu'il y avait un obstacle épistémologique? Ça paraît bizarre aujourd'hui, un ordinateur, bah oui, ça a de la mémoire, ça va être le réflexe de tout le monde. Bah, tenez-vous bien, il y a quand même quelqu'un qui a dit la chose suivante. Ce quelqu'un, c'est d'ailleurs le fondateur de l'Institut Blaise Pascal il y a 75 ans ici, qui a dit la supériorité des calculateurs analogiques est indéniable parce que les autres sont handicapés par l'interprétation d'une mémoire. Alors, comme vision qui était totalement fausse, hein, vraiment, on ne fait pas mieux. Alors, il ne s'agit pas de se gausser de cette personne qui avait tout un tas de qualités, hein, et d'ailleurs, je ne citerai pas son nom, mais c'est pour voir effectivement à quel point on peut avoir des perspectives, hein, qui sont totalement à côté de la plaque. Bon, alors pourquoi c'est arrivé ça? À mon avis, parce que à l'époque, c'était en particulier l'époque de la bombe atomique, faut pas l'oublier. Il y avait la physique était la science dominante, et donc pour un physicien, l'important c'est mesurer. Hein, ça, c'est la grande phrase de Bachelard, hein, connaître, c'est mesurer. Et donc le fait de dire, bah oui, les calculateurs analogiques, on mesure le résultat après avoir mis les paramètres d'entrée, c'est ça qui est normal, c'est ça l'activité scientifique principale. Bon, en fait, on est beaucoup plus en informatique, bien que ce soit au départ une industrie liée à la physique, on est beaucoup plus dans une pensée mathématique, hein, et pour les maths, connaître, c'est pas mesurer, connaître, c'est abstraire. C'est-à-dire, j'ai un certain phénomène, je dis que si je fais varier ce truc-là, hein, il va se comporter de telle manière. C'est la notion de variable, hein, qui est en fait beaucoup plus importante. Et donc on tombe sur ce que je disais tout à l'heure, hein, associer une variable à une adresse mémoire. Bien, alors, qu'est-ce que ça induit ça? Alors au départ, donc, c'était effectivement technique, hein, il a fallu les construire, ces mémoires artificielles, c'était pas évident, mais surtout ce qui s'est passé, c'est que ça a révolutionné quelque chose qui existait vaguement jusqu'à présent, qui est l'algorithmique. Hein, c'est-à-dire que tous les mathématiciens, effectivement, s'étaient déjà posé des questions en disant « Ah, pour intégrer tel genre de fonction, il vaut mieux prendre telle méthode, etc. » Donc l'idée de dire « Il faut réduire le nombre d'opérations hein, », c'était effectivement quelque chose qui était déjà connu.
hein, mais le fait de dire non seulement je vais réduire le nombre d'opérations, mais je vais réduire le nombre de résultats intermédiaires qu'il faut que je mémorise, et puis je vais le mettre sur ma 3e feuille de papier parce que j'en aurai besoin dans une demi-heure à tel moment, etc., et je vais la retrouver plus vite. Bon, ce qui est exactement transposé ce qu'on fait quand on programme en disant quelles sont les variables que je peux écraser au cours de mon calcul pour récupérer la place, hein, ça c'est vraiment quelque chose de totalement nouveau. D'accord ? Donc vous voyez ce que je dis hein, sur le fait que oui, c'est le périphérique qui amène effectivement quelque chose de nouveau, mais une fois qu'il est là, vous avez tout un tas d'algorithmiciens qui savent pas programmer et qui s'en vantent. C'est pas la question. C'est effectivement le fait que tout à coup, il y ait des besoins nouveaux qui fait que il y a une nouvelle théorie qui arrive, des nouvelles méthodes hein, pour pouvoir résoudre des problèmes. Bon, deuxième périphérique. Alors, vous voyez le clavier. Ben oui, qu'est-ce que c'était programmé avant qu'on mette un clavier devant un processeur? Ben, c'était le fait de connecter par des câbles un certain nombre de choses pour espérer avoir le résultat. Ici, donc, on a un clavier et vous avez peut-être vu la petite animation, il y a 4 lettres qui sont sorties, A, S, C et I. ASCII, c'est-à-dire qu'attention, c'est pas n'importe quel clavier, c'est un clavier américain, hein, et donc on n'a pas le droit aux lettres accentuées, ce qui encore aujourd'hui nous pose un certain nombre de problèmes. Je pense que tout le monde ici a reçu des lettres, des messages avec des lettres accentuées qui apparaissaient de manière un petit peu bizarre. Ça date de cette époque. Bon, alors c'était quoi l'obstacle qui y avait sur le clavier? C'est très bizarre qu'il soit arrivé aussi tardivement, parce que la machine à écrire, c'est évidemment inspiré de la machine à écrire, ça date de la fin du 17e, hein, du 18e, pardon. Hein, c'est quand même une industrie hein, qui maîtrisait bien le problème. Bon, donc qu'est-ce qu'on faisait quand on n'avait pas le clavier? Il fallait régler des potentiomètres, ou alors il fallait enfoncer des câbles dans tout un tas de prises pour relier des circuits. Alors parfois on avait un bouton poussoir pour justement les connecter ou les déconnecter, c'était déjà un petit peu mieux. Bon, dans tous les cas, qu'est-ce que c'était que utiliser ce calculateur hein? C'était simplement une opération manuelle de configuration. Hein, c'est-à-dire, je vais relier tel circuit à tel circuit, etc. Je fais de la configuration. Bon, au contraire, quand vous voulez faire de la programmation, et c'est justement à cette époque hein, que ce mot intervient dans le vocabulaire, hein, c'est que vous faites quelque chose qui est quand même assez incroyable, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire que du texte devient un acte. D'accord ? Vous programmez, c'est-à-dire que vous écrivez un texte, et vous demandez à la machine d'interpréter ce texte, de le traduire, on va appeler ça comme vous voulez, hein, et du coup, sort quelque chose. D'accord ? Alors, c'était un résultat, puis après, ça peut être un robot, etc. Donc, c'est vraiment la transformation de la parole, de la parole en acte, de la pensée en action. Hein, comme je dis souvent, hein, le verbe s'est fait silicium. Hein, c'est vraiment ça, l'ordinateur. Bon, alors du coup, qu'est-ce qui va se passer? On s'est posé des questions sur... alors voilà, donc un ordinateur va traiter du texte, et donc il faut pouvoir travailler de manière rationnelle sur ce texte, de manière mathématique, et donc on va commencer à mathématiser la linguistique. Okay, ce qui était quelque chose qui, jusqu'à présent, était assez peu fait. Alors, vous avez essentiellement 2 théories là-dessus. Vous avez... d'une part, l'aspect syntaxique du langage, et donc c'est tout ce qu'on appelle les grammaires génératives, hein, qui repose sur ce qu'on appelle la théorie du monoïde syntaxique. Et puis sur le plan sémantique, alors c'est là où ça commence à être un petit peu discutable. Il y a quelque chose qui là est assez clairement algorithmisable, le reste on peut en parler, c'est ce qu'on appelle la théorie des types de données, hein, c'est-à-dire, ce dont je parlais un petit peu tout à l'heure sur le typage statique, le fait de dire, on va prendre ce texte qui exprime un algorithme et on va vérifier qu'il n'y a pas de grosses incohérences, hein, du genre additionner un nombre et une chaîne de caractères ou des choses comme ça. Bon, ces théories-là sont devenues des théories mathématiques qui aujourd'hui mènent leur vie presque indépendamment de leur origine. Bien, 3e périphérique. Alors, ceci est donc un disque dur magnétique. Hein, vous avez donc quelque chose qui tourne à une certaine vitesse, et puis vous avez un bras de lecture qui va se positionner sur un des secteurs de ce disque pour pouvoir retirer
de l'information. Alors ça, c'est la dernière partie encore mécanique d'un ordinateur, hein, et c'est ça qui, justement, le retarde beaucoup, parce que vous voyez que le bras, il doit aller se déplacer quelque part pour dire « Ah ben non, je ne suis pas sur la bonne piste, il faut que j'aille plus loin », et puis il faut qu'il attende que le secteur de la piste en question lui passe sous le nez pour pouvoir le lire. Tout ça, ça prend un temps fou. Bah oui, c'est mécanique, c'est pas électronique. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ce problème qui a été rencontré? C'est donc un problème du fait de dire on a besoin de stocker des choses. Alors, il faut voir que l'histoire de l'informatique, c'est au départ une histoire qui est très liée aux statistiques, et en particulier aux statistiques de recensement. Hein, la première machine qu'on considère comme étant une espèce de quelque chose qui n'est plus qu'une machine à calculer, mais un peu plus, hein, c'est ce qu'on a appelé à l'époque une tabulatrice, qui a permis de faire le premier recensement aux États-Unis au début du XXe, hein, qui a permis de savoir la population. Bon, alors, cette vision des choses, c'est quoi faire un recensement? C'est collecter des données. Et puis, une fois que vous les avez collectées, vous allez faire tout un tas d'analyses de ces données, mais ces données ne changeront plus. D'accord? Donc, il y a l'idée que je collecte des données, mais je n'ai pas envie qu'elles changent. Donc, le fait d'avoir un support qu'on ne peut pas changer, typiquement, c'était le cas de la carte perforée qui était utilisée à l'époque. C'est une fois que vous avez fait un trou, vous ne pouvez plus le boucher, le trou. Votre carte, elle indique ça, c'est terminé. Bon, alors, du coup... Là, il y a une confusion au niveau vocabulaire entre deux choses qui sont l'archivage et la mémorisation. Hein, c'est-à-dire que typiquement, ce qu'on fait dans une opération de recensement, c'est d'archiver un certain état de la population dans justement quelque chose qui ne bougera plus. Or là, ce qui nous intéresse ici, c'est quelque chose de différent. C'est le fait de dire je veux mémoriser quelque chose, mais qui va peut-être changer. D'accord? Et donc là, le support, hein, il doit plus du tout être le même. Il faut un support réinscriptible. Hein, c'est ça la grosse différence entre la mémorisation et l'archivage. Bon, alors, du coup, une fois que vous avez effectivement une technologie qui vous donne des supports réinscriptibles et fiables, eh bien, vous avez tout un tas de notions qui apparaissent, la notion de fichier. Alors, qui apparaissent en informatique, c'est-à-dire la notion de fichier, ça existe aussi vieux que la police, et ça fait un certain temps que la police existe. Mais la notion de répertoire, pareil. Notion de base de données, déjà, c'est un petit peu plus spécifique. Hein, mais c'est le fait qu'effectivement, on a les moyens de constituer des blocs de données assez importantes et que ces blocs de données vont éventuellement évoluer au cours du temps. Et donc ça a donné naissance donc non seulement à ces premiers systèmes d'exploitation qui n'exploitaient surtout que justement les fichiers et les répertoires, mais aussi donc les bases de données que j'ai évoquées tout à l'heure avec leur langage spécifique. Alors, quatrième périphérique. Alors, attention, il est compliqué celui-là. Alors, ce que vous voyez ici, c'est donc le processeur qu'on a déjà aperçu tout à l'heure, et puis deux choses importantes. D'une part, l'horloge qui va donc rythmer la manière dont il doit exécuter ses instructions, et puis surtout, là, vous avez ce qu'on appelle le contrôleur d'interruption. IRQ, c'est pour Interrupt Request, et NMI, c'est pour Non-Maskable Interrupt. Alors, c'est quoi ces choses-là? Eh bien, c'est le fait que, donc, on commence à avoir quelques périphériques, là. Hein. Le clavier, la mémoire et le disque dur, le disque de stockage. Bon, et donc, le processeur, il doit d'une part faire les calculs, et d'autre part s'occuper de ce qui se passe sur ces périphériques en question. Okay. Alors, au départ, l'architecture, c'était régulièrement, le processeur va demander au clavier s'il ne s'est pas passé quelque chose. Il va demander au disque dur, est-ce que tu peux me filer le secteur numéro 18, etc. Donc, c'est une technique où le processeur passe son temps à demander au périphérique, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as quelque chose à me dire? C'est évidemment très coûteux. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est le fait que vous avez les périphériques qui ne font rien pendant très longtemps. Hein, la vitesse à laquelle on frappe au clavier comparée à la vitesse des processeurs, c'est vraiment l'éternité. Donc ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que le périphérique dise au processeur « Hep, j'ai quelque chose à te dire, il faut que tu viennes parce que il ne va pas garder la touche très longtemps enfoncée sur le clavier. Okay » Donc ça, c'est ce qu'on appelle justement le mécanisme d'interruption. Le problème, c'est que si vous avez plusieurs périphériques, vous pouvez avoir plusieurs interruptions simultanées. Alors, il fait quoi le processeur?
Alors c'est à ça justement que sert cette petite animation que je vous ai montrée ici. Ça, c'est ce qu'on appelle donc un contrôleur d'interruption qui va dire, bah voilà, moi je reçois éventuellement plusieurs demandes d'interruption de la part de mes différents périphériques et je vais choisir un ordre de priorité dans ces interruptions. Je vais demander au processeur d'exécuter l'interruption, ce qui est lié, ce qu'on appelle le preneur d'interruption, le handler en anglais, qui va dire, quand il s'est passé quelque chose sur ce périphérique, je fais ceci, et puis après, je rends tout de suite la main. Et donc, il va rendre la main, le contrôleur d'interruption va dire, OK, j'en ai une autre en attente, ah bah oui, mais il y en a une autre qui est arrivée, typiquement, l'horloge aussi va interrompre le processeur à certains moments, et puis vous avez même des cas d'interruption ultra prioritaire, les non masquables, qui là vont même pas passer par le contrôleur d'interruption en disant c'est moi, poussez-vous, c'est moi qui est priorité. On en reparlera un petit peu plus tard. Bien, alors pourquoi on a mis un petit peu du temps à s'occuper de cette chose-là? Donc, je vous ai dit, c'est pour accélérer les processus, que le processeur ne passe pas son temps à poser des questions en vain. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est le fait que tout à coup, on va écrire des programmes qui ne sont plus purement séquentiels. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait exécuté un programme, c'est la suite d'instructions qui est là. Puis maintenant, on fait quelque chose d'assez différent, c'est qu'il y a une suite d'instructions, et puis il y a tous les preneurs d'interruption qui vont dire, voilà, s'il se passe ceci, je vais exécuter ça. Donc dans quel ordre les choses vont être faites, ça va totalement dépendre, justement, des différentes interruptions qu'il va y avoir. Autrement dit, on est en train de dire, penser le mieux possible pour un informaticien, ce n'est plus avoir une pensée séquentielle. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement troublant. Le fait de dire, ce n'est pas, je dois avoir une pensée bien construite, linéaire, etc. Non. En informatique, il faut au contraire avoir une pensée multiple, où on est capable de faire intervenir quelque chose n'importe quand. Une autre pensée, n'importe quand. Bon, alors, du coup, ça a amené des choses extrêmement différentes dans la manière de programmer. Et alors, en particulier, on va avoir ce qu'on appelle les systèmes d'exploitation à temps partagé, qui sont ceux que nous utilisons aujourd'hui. C'est-à-dire le fait qu'il y a en particulier un périphérique qui est capable, enfin, c'est pas exactement un périphérique, enfin, on peut dire que c'est un périphérique aussi, après tout. L'horloge va dire, voilà, toutes les 60e de seconde, j'interromps le processeur en lui disant, ça va, tu as travaillé pour ce processus-là, pour cet utilisateur-là, maintenant tu travailles pour quelqu'un d'autre. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le temps partagé, et c'est permis justement par l'interruption horloge, qui va interrompre le processeur, lui dire, tiens, maintenant c'est le programme qui est à tel endroit que tu dois exécuter. Il lui redonne la main et le processeur dit je continue mon calcul. Oui, mais non, c'est pas le même calcul là. On t'a dit non, c'est plus le programme qui est là, c'est le programme qui est là, c'est l'interruption horloge qui l'a permis. Donc ça fait donc des systèmes d'exploitation beaucoup plus compliqués que ceux qu'on connaissait auparavant, qui simplement géraient des fichiers. Et là, on se met à gérer des processus, c'est-à-dire des choses dynamiques. Ça, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Bon, 5e périphérique. Alors là, un petit jeu de mots pour les plus anciens. Vous avez ici un écran. Évidemment, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un clavier, on va pouvoir discuter avec l'ordinateur à travers un clavier. Oui, mais comment il vous répondait, l'ordinateur ? Réponse par une espèce de machine à écrire électrique qui faisait un potin absolument pas possible, et qui faisait aussi que, comme vous ne voyez pas le texte sur lequel vous étiez en train de travailler, ce que vous disiez, c'est je me suis trompé, je veux effacer le caractère de la colonne 34 de la ligne 52, et puis après tu recommences à exécuter le programme, on va voir si c'est bon. Là aussi, comme productivité, c'était pas terrible au niveau programmation. Bon, ce qui est arrivé, c'est donc l'écran alphanumérique, dans lequel vous voyez le texte sur lequel vous êtes en train de travailler, et vous avez un processeur qui est dédié à l'écran, qui va être capable
de pousser un caractère pour insérer un autre. Aujourd'hui, ça nous paraît complètement trivial. Je vous assure que moi, la première fois que j'ai vu ça à la place de ma machine à écrire à boule, j'étais quand même très très content. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, attention, hein, c'est un écran alphanumérique. Ça ne s'est affiché que des caractères. Okay, et comment ça se faisait? Ben, vous avez donc ici un petit processeur qui va donc gérer l'écran, et il a 2 barrettes mémoire qui sont beaucoup plus petites que celles que je vous ai montrées. C'est dommage, c'est un peu trop petit là. Ici, vous auriez vu. Il y a 2 kilooctets, parce que vous avez environ 2000 caractères sur votre écran, c'est tout. Et puis 2 kilooctets de mémoire dite morte, qui sont le dessin des caractères que vous voyez ici. C'est tout ce que savait faire cet écran. Okay, mais au niveau productivité, c'était quand même déjà pas mal. Alors, pourquoi c'est intervenu si tard, ça? Parce que les écrans de télé, quand même, on savait les faire. Bon, il y a des raisons budgétaires, ça, faut évidemment faire la part des choses aussi là-dessus. Mais surtout, il y a quelque chose qui aujourd'hui nous paraît évident, mais qui n'était pas du tout à l'époque. C'est une question d'ergonomie, hein, du travail intellectuel. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les seules préoccupations qu'on avait à propos de l'ergonomie dans le travail, c'était le travail manuel. Tout à coup, il y a eu cette idée qu'il y a une ergonomie au niveau du travail intellectuel, et en particulier le fait de pouvoir modifier un texte en voyant le texte, hein, plutôt qu'avoir les commandes « change-moi la troisième colonne de la dernière ligne », c'est quand même quelque chose un gain absolument terrible. Bon, bah du coup, c'est tout ce qu'on appelle les interfaces homme-machine, hein, qui est apparu à ce moment-là, le fait effectivement d'améliorer, hein, le rapport du programmeur avec sa machine. Et bon, et plus récemment, vous avez tout ce qu'on appelle le web design. Hein. Qu'est-ce que c'est que de faire de bons sites web, hein, où les visiteurs vont avoir envie de converser avec le site web? Ben, tout ça vient de là. Hein. Si on n'avait pas d'écran, hein, il y aurait imaginez le web avec une machine à écrire, ce serait une folie absolument totale. Bien, 6e périphérique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une carte réseau, c'est-à-dire quelque chose qui va permettre aux ordinateurs de communiquer avec d'autres ordinateurs. Alors, ça se présente comment? Ben, vous avez ici une barrette mémoire qui est certaines données que l'ordinateur veut transmettre à un autre ordinateur. Ça passe par d'abord cette petite chose-là qui s'appelle le Media Access Control, autrement dit l'adresse MAC, c'est-à-dire ce qui estampille le fait que c'est votre machine, ou plus précisément cette carte réseau, hein, qui va émettre cette chose-là. Et donc c'est difficile d'être totalement incognito sur Internet, puisque justement à chaque fois que vous transmettez quelque chose, boum, il y a le fait que c'est la carte réseau qui porte ce numéro, qui a transmis ce truc qui circule dans le monde entier. Vous avez un processeur qui va coder, hein, ces données pour que ce soit compréhensible de l'endroit où ça va sortir. Alors ça peut être un câble Ethernet, ça peut être une antenne Wi-Fi, etc. Et puis il va recevoir à un certain moment une réponse de l'extérieur, et il va renvoyer à l'ordinateur la réponse en question. Bon, ici j'ai mis 2 barrettes mémoire, on peut en avoir qu'une, bon, c'est juste pour juste montrer un petit peu l'idée, hein, que vous avez une partie de la mémoire qui reçoit ce que donne l'ordinateur local, et une partie de la mémoire qui reçoit ce que l'extérieur a envoyé, et en général on garde le message initial, parce qu'éventuellement, il peut y avoir des problèmes, il faut le réémettre. Et tant qu'on a reçu la réponse, on ne va pas effacer l'original. Donc, j'ai mis ces 2 barrettes mémoire comme ça. C'est une manière un peu biaisée, hein, de représenter une carte réseau. Mes collègues réseau ne sont pas là, je pense qu'ils seraient peut-être un peu horrifiés. Mais bon, je pense que ça donne bien l'idée, hein, fondamentalement, de ce que c'est qu'une carte réseau. Bien, alors, qu'est-ce qui a freiné l'interconnexion des ordinateurs? Alors, d'une part, au niveau industriel, c'est sûr qu'on préfère largement avoir une clientèle captive et rendre les ordinateurs capables de communiquer entre eux. J'ai oublié le mot, Fabrice. Ça va me revenir. Interopérable, merci, voilà.
on la trouve ensemble. Oui, le fait d'avoir des ordinateurs interopérables pour les constructeurs de matériel, c'est pas bien. Hein, il faut garder la clientèle captive, c'est beaucoup mieux. N'oubliez pas que les premiers ordinateurs n'avaient pas forcément des mémoires structurées en octets. Hein, Multics avait des mots 36 bits, hein, il y a eu des choses comme ça un petit peu surprenantes. Bon, sur le plan épistémologique qui m'intéresse plus, il y avait vraiment un double obstacle à mon avis. Alors d'une part, c'est le fait que si vous reliez votre ordinateur à l'extérieur, alors au niveau sécurité, là, oh là là, il va se passer tout et n'importe quoi. Donc il y a effectivement un problème pour rassurer, on peut dire, les possesseurs d'ordinateurs. Bon, alors comment on a rassuré les gens? Eh ben, en développant la cryptographie d'une manière absolument extraordinaire. Bon, là aussi, la cryptographie, c'est vieux comme Jules César, qui avait un très mauvais algorithme. Mais enfin, bon, à l'époque, ça ne se savait pas. Donc, la cryptographie, c'est vieux, mais ça a pris des proportions aujourd'hui absolument extraordinaires. Et c'est devenu, c'est en fait une branche des mathématiques aujourd'hui, même s'il y a des retombées chez nous. Bon, et puis, une chose aussi qu'on dit pas assez, c'est justement le travail de mathématisation des protocoles de communication et de télécommunication, où là aussi il y a eu un travail assez extraordinaire, qui continue dans tous les sens, avec en particulier ce qu'on appelle les codes correcteurs d'erreur, c'est-à-dire le fait qu'une carte réseau est capable de voir qu'il y a eu une erreur à la transmission et va redemander la réémission du message. Bon, et puis l'autre chose qui me paraît extrêmement important dans l'apparition de la carte réseau, c'est qu'en fait, pour pouvoir inventer cette carte et le dire on va mettre ça sur un ordinateur, on a eu tout à coup un changement de point de vue complet, c'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que fait un ordinateur? Est-ce qu'il manipule tellement des fichiers? Vous manipulez pas tellement souvent des fichiers, c'est-à-dire que vous faites un travail très long sur un certain texte ou une certaine donnée, une photo, etc. Et puis une fois que vous êtes content, vous demandez effectivement que ce fichier soit archivé. Mais l'essentiel de votre travail, c'était de l'interaction avec la mémoire centrale, pas avec le système de fichiers. Et donc finalement, ce qui est important dans un système d'exploitation, c'est pas tant de gérer les fichiers, c'est de gérer les flux. Hein, c'est-à-dire le fait que vous avez des choses, des données qui circulent dans les différentes couches de la mémoire, entre votre éditeur de texte, votre logiciel de retouche de photos, etc., etc. Donc on a tout à coup une vue que l'ordinateur et le système d'exploitation s'occupent de choses dynamiques et non pas de choses statiques comme l'est un système de fichiers. Bon, alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a inventé quelque chose pour pouvoir manipuler facilement cette carte réseau. Et typiquement, on a inventé ce qu'on appelle les pipes et les sockets dans notre jargon, c'est-à-dire des canaux de communication qui vont consister à dire je fais un certain calcul et puis je l'envoie sur un canal de communication pour que ce soit réceptionné par un autre ordinateur, un autre processus, etc. Alors c'est pas un hasard si ce changement de point de vue a été fait non pas chez un constructeur d'ordinateurs et de systèmes d'exploitation, mais chez un téléphoniste. C'est-à-dire les Bell Labs, qui ont justement, eux, avaient l'habitude du réseau téléphonique et ils se sont dit, on va concevoir un système d'exploitation qui est fondé non pas sur le fichier, mais sur le flux de données. D'accord ? Bon, alors du coup, ça va amener des choses absolument nouvelles, et en particulier, quelque chose qui, au niveau mathématique, est assez surprenant, mais qui est fondamental pour nous, c'est ce qu'on appelle les serveurs. Et qu'est-ce que c'est qu'un serveur? C'est un algorithme qui ne finit jamais. Alors ça aussi, c'est un changement de point de vue qui est très différent. C'est-à-dire que quand l'algorithmique a commencé à devenir quelque chose d'important, la première chose qu'on disait à un algorithme, premièrement, ça se termine. Et deuxièmement, on dit combien de temps il va mettre, combien d'espace mémoire il a besoin. Et tout à coup, les serveurs, ça sort de l'algorithmique d'un certain point de vue. C'est un truc qui ne s'arrête jamais. Il est là pour rendre service, et puis c'est quand une carte réseau, on lui envoie quelque chose, il dit « Ah tiens, on me demande quelque chose, je vais faire le calcul, et après je me rendors jusqu'à temps que quelqu'un d'autre me demande quelque chose. » Donc on sort tout à coup de l'algorithmique, c'est assez frappant. Bon, et puis du coup, vous avez donc toute une nouvelle recherche qui s'est faite dans les systèmes d'exploitation, et ce qui est très très frappant, c'est de voir que au début, à l'époque où Unix est arrivé, vous aviez un nombre de systèmes d'exploitation absolument délirant, il y en avait autant que le constructeur informatique.
Aujourd'hui, tous les systèmes d'exploitation sont des Unix, hein, ou des clones d'Unix, hein, qu'on appelle POSIX. Parce qu'effectivement, c'est la vision dynamique du flux et non pas la vision du fichier qui était effectivement la bonne vision des choses. Alors, 7e périphérique. Alors, vous avez reconnu, j'espère, une imprimante laser, qui est donc cet objet qui vous permet de faire des choses absolument extraordinaires, à savoir que vous voyez ici les quatre formes de police de caractère possibles, celle sans empattement, celle avec des empattements filiformes, celle avec des empattements triangulaires et celle avec des empattements rectangulaires. Tous les historiens de l'écriture vont vous raconter que c'est ça qui structure l'histoire de l'écriture depuis l'invention de l'imprimerie. Donc tout à coup, on va pouvoir faire des choses de grande qualité d'imprimerie. Et puis, on peut même faire des choses assez folles, hein, qui est ce que j'ai dessiné ici. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le fait que j'ai écrit le mot laser dans un repère qui n'est pas orthonormé. Et en plus, non pas sur une ligne droite, mais sur une ligne courbe. Et c'est un modèle graphique qui est extrêmement intéressant, qui pulvérise complètement tout ce qu'on était capable de faire en imprimerie, hein, jusqu'à présent. Bien, alors pourquoi ça a été extrêmement important ce périphérique? Pour plusieurs raisons. Alors de nouveau, vous avez un obstacle là, épistémologique qui est pas mal. Il y a un grand constructeur informatique qui avait une boîte qui fonctionnait très bien à l'époque, qui a déclaré, c'était dans les années 70-80, qui a dit « Je ne vois aucune bonne raison pour laquelle un particulier pourrait avoir un ordinateur chez lui ». Ce qui est là aussi quand même un manque de perspective historique qui est assez intéressante. Et encore une fois, ce PDG était quelqu'un qui a très bien gagné sa vie. Pendant des années, il a vendu ce qu'on appelait à l'époque des mini-ordinateurs. Donc c'était quand même pas un idiot. Il savait quand même ce que c'était que cette industrie. Mais le fait de dire le micro-ordinateur, ça n'a aucun intérêt, ça paraissait l'évidence, même pour quelqu'un pour lui. Bon, alors, c'est vrai que le micro-ordinateur a été un échec au départ. Hein, ça a été inventé en France et ça n'a eu aucun succès. Bon, quand est-ce que ça a commencé à avoir de l'importance? Eh bien justement, à cause du périphérique de l'imprimante. C'est-à-dire de faire un alliage entre l'ordinateur et une imprimante de bonne qualité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tout à coup la machine à écrire qui disparaît de nos univers. C'est ça qui a véritablement fait que le micro-ordinateur, au départ, s'est imposé. Alors, là aussi, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant pour aujourd'hui. Hein, c'est qu'on est en train de mélanger deux choses ici. Hein, il y a ce qu'on appelle la découverte scientifique, hein, ou l'innovation, l'invention technologique, hein, le fait donc de découvrir quelque chose de nouveau, d'inventer un objet nouveau. Ça, c'est une réflexion, hein, qui est propre au domaine concerné. Maintenant, on n'arrête pas de parler d'innovation. Vous parlez avec un économiste en lui demandant c'est quoi une innovation, il va vous dire une innovation, c'est ce qui provoque un déplacement de la demande sur les marchés. Ça n'a rien à voir. Hein, et effectivement, le fait de coupler le micro-ordinateur et l'imprimante laser, ça a fait qu'effectivement la machine à écrire a disparu. Mais d'un certain point de vue, c'était deux trucs qui existaient depuis déjà un certain temps. Le micro-ordinateur est une invention qui n'est devenue une innovation que lorsque on lui a couplé l'imprimante. Avant, ce n'était pas une innovation. Bon, et puis, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Vous avez donc ce qu'on a appelé la typographie numérique, hein, le fait justement que toute l'imprimerie est passée au fait d'utiliser l'électronique pour produire des documents, parce que vous avez donc le modèle graphique qu'on appelle vectoriel, ce qui est d'ailleurs très mal choisi, c'est pour des raisons historiques, et puis qui, petit à petit, évidemment, vont aussi s'appliquer aux écrans vidéo, qui, je le rappelle, donc n'étaient que alphanumériques encore à ce moment-là. Alors, le 8e périphérique, en fait, ils sont nombreux. Alors, attendez, vous allez voir là beaucoup de choses à la fois. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez beaucoup de choses. Alors, d'une part, vous avez donc l'écran qui devient effectivement un écran graphique,
hein, donc on peut faire des dessins sur cet écran, on peut afficher des photos, on peut voir des vidéos, et puis vous avez la fameuse souris, hein, qui vous permet effectivement d'interagir, hein, sur cet écran en effectuant un geste, hein, et non plus seulement en tapant en enfonçant des touches sur votre clavier. Bon, c'est évidemment un périphérique qui est très célèbre, j'ai pas besoin d'en parler beaucoup, mais il y a quand même beaucoup d'autres choses qui viennent en même temps. Alors là, vous avez un appareil photo qui est devenu finalement une caméra. Là, vous avez un micro qui maintenant est intégré carrément à la caméra. Là, vous avez des haut-parleurs. Donc tout à coup, on commence à avoir un ordinateur qui n'est plus ni sourd ni muet, mais qui est capable de dire un certain nombre de choses. Puis ça va encore plus loin parce que vous avez ici un clavier dit MIDI. Hein, le fait que justement vous pouvez faire jouer, enfin vous pouvez jouer de ce clavier et mémoriser sur votre ordinateur ce que vous avez joué, et puis c'est un instrument qui a des possibilités que n'ont pas, hein, typiquement les pianos acoustiques, hein, puisque vous avez ici un petit potentiomètre qui vous permet de moduler le son et de faire de véritables portamento, hein, c'est-à-dire des glissando, hertz par hertz, hein, ce qui est évidemment pas possible avec un clavier normal. Et ici vous avez une clarinette MIDI. Alors ça aussi, c'est assez intéressant parce que vous avez un capteur qui est carrément votre bouche. D'accord ? Donc là, on est en train de vraiment changer quelque chose d'assez différent. Hein. On a des périphériques qui sont capables de mémoriser des gestes, hein, et du souffle. Hein. Alors d'abord, c'est la voix c'est du souffle, hein, et puis même à l'instrument. Okay ? Donc ça change de nouveau complètement l'univers de l'informatique. Hein. On rentre, hein, dans l'audio, et par plusieurs fois à la fois. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette famille qui est évidemment à première vue un petit peu hétérogène, hein, c'est que d'abord ils vont par paire, hein, c'est-à-dire que vous avez un périphérique qui capte quelque chose et vous avez un périphérique qui vous le restitue. Hein, c'est micro et haut-parleur, ou piano et haut-parleur. Et puis vous avez l'appareil photo et l'écran graphique. Tout ça, ça va par paire. Sinon, ça va être un petit peu limité. Bon, et puis, c'est quoi les documents qui sont gérés? Alors là, c'est tout à fait typique de la difficulté à comprendre ce qui se passait. On pourrait dire en gros que ce que ça produit, c'est des documents gestuels. Hein, si je prends le mot geste d'un point de vue un peu général, le fait de souffler dans un instrument, ce serait un geste. Si vous regardez quelque chose de très important, surtout d'incontournable, qui est ce qu'on appelle la famille MIME, hein, c'est le fait qu'un ordinateur, il a un ensemble d'octets. Quand vous avez un fichier, quand vous recevez un message, c'est quoi ce message? C'est du texte, c'est une image, c'est une vidéo, c'est de l'audio. Il faut que l'ordinateur puisse le savoir, et pour ça, il y a une nomenclature qui s'appelle la nomenclature MIME, qui va dire en début de fichier, en gros, ceci est du texte écrit en arabe, ceci est une image avec le format JPEG, ceci, etc., etc. Vous cherchez, cette nomenclature est organisée en famille, et cette famille n'a absolument aucun sens. Hein, c'est-à-dire que typiquement, vous mettez dans l'audio des choses qui ne sont pas de l'audio. Vous mettez dans, par exemple, la photocopie d'un manuscrit, ce serait du texte, non, c'est une image, etc. Là, ça montre bien, hein, la difficulté qu'il y a eu à comprendre que finalement, un ordinateur pouvait mémoriser des choses qui ont des buts extrêmement différents. Et pourtant, hein, cette nomenclature, elle est extrêmement tardive. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait ça? C'est que tout à coup, on a quelque chose qui me paraît extrêmement important, parce que malheureusement, il y a beaucoup de confusion là-dessus, c'est que finalement, penser et verbaliser, c'est pas la même chose. D'accord? C'est-à-dire qu'on est, justement, typiquement, on joue de la musique sur un instrument électronique et qu'on le fait archiver par l'ordinateur, on communique une certaine pensée. D'accord? Mais cette pensée ne se réduit pas à des mots. Et justement, jusqu'à présent, l'informatique, c'était du texte, hein, fondamentalement. Alors, il y a vous connaissez tous, hein, ces alexandrins, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, les mots pour le dire viennent aisément. Je suis désolé, cette phrase est soit une tautologie, si on considère que la conception, c'est nécessairement quelque chose de verbalisable, soit franchement une idiotie. Je ne crois pas que Beethoven a mal conçu ses symphonies, ses quatuors et ses sonates. Il y avait une très bonne conception de ce qu'il faisait, mais ce n'est pas des mots.
Et les ordinateurs, comprendre que l'ordinateur pouvait aussi gérer ça, c'était pas évident. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé évidemment au niveau au-delà du matériel? C'est tout ce qu'on appelle l'analyse et la synthèse de documents sonores et imagés. Donc c'est l'informatique musicale, c'est la reconnaissance des formes, c'est le traitement du signal, c'est la robotique, puisqu'on commence à pouvoir faire commander, mémoriser des gestes et les restituer. Et puis bon, comme ça prend plein de place, alors tout ce qui est algorithmique de la compression aussi a pris une importance très importante et extrêmement intéressante, avec des algorithmes spécifiques à l'image, au son, etc. Et je crois que les choses vont beaucoup s'allonger. Et si vous me demandez c'est quoi l'avenir, je pense que tout ce qui est périphérique gestuel, qui est lié au corps, vont être des choses assez importantes dans les années qui vont venir. Bien, 9e périphérique. Alors, ce que je représente ici, vous reconnaissez des choses qu'on a vues tout à l'heure. Vous avez 2 processeurs, 2 horloges, 2 contrôleurs d'interruption et 2 cartes réseau. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de connecter 2 processeurs pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Bon, cette architecture qui est là est une architecture tout à fait théorique. Je suis en train de dire que mes 2 processeurs, à la fois, ils communiquent par une carte réseau, et en plus, ils communiquent par l'interruption non masquable. Bon, ce qui est un peu absurde, parce que quand on est aussi près, parce qu'on a accès au contrôleur d'interruption, enfin même directement accès à l'autre processeur, il n'est certainement pas à l'autre bout de la planète et je n'ai pas besoin d'une carte réseau. De nouveau, ce qui m'intéresse ici, c'est l'aspect iconique de la chose, de dire que voilà, un processeur, il modifie sa mémoire, mais il peut aussi envoyer des données à un autre processeur. Et le problème qu'on va avoir ici, c'est le fait que chaque processeur veut dire à l'autre « Ah, dis donc, on travaille en fait sur les mêmes données et moi j'ai changé une partie de celle-là. » Bon, et le problème, c'est que chaque processeur écrit très vite dans sa mémoire qui est juste à côté, mais le temps qu'il prévienne l'autre, il a pu se passer des choses. Et on se retrouve parfois avec des incohérences sur le fait qu'il y en a un qui a changé une partie de la donnée et l'autre n'a pas été prévenu à temps. Donc il faut communiquer. Alors comment on fait? C'est toutes les architectures dites parallèles, où justement on va essayer de faire dialoguer 2 processeurs, 2 espaces mémoire, avec des moyens de communication. Bon, c'est une espèce de carte réseau. Vous voyez, je n'ai pas mis l'adresse MAC parce que justement, c'est en fait quelque chose de plus rapide qu'une carte réseau. C'est juste pour évoquer cette latence qu'il va y avoir quand on passe par quelque chose qui n'est pas la mémoire directement câblée à côté. Bon, alors ça, c'est donc le calcul parallèle qui est au centre de ce montage. Bon, alors en fait, le calcul parallèle, c'est assez vieux parce que à partir du moment où on a eu des processeurs qui sont allés assez vite, on a eu l'apparence d'un parallélisme. Par le fait que l'horloge interrompt un processus pour qu'il s'occupe d'un autre, et donc du coup peut-être que les 2 processus vont vouloir agir sur le même endroit, donc comment on arbitre les choses, etc. Bon, c'est toute la problématique du calcul parallèle qui s'est posée en fait avant même qu'on fasse des architectures parallèles. Donc on a dû mettre des verrouillages, des mécanismes comme le sémaphore, etc. Donc c'est une histoire en fait qui est plus vieille que ce que je viens de montrer. Bon, ce qui est surtout à retenir ici, c'est que le fait de dire on va connecter des processeurs entre eux, ça avait déjà un petit peu commencé, parce que vous avez justement le processeur de l'écran dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, qui était déjà un processeur qui était un peu esclave de l'autre. Donc le fait de dire un processeur peut en commander un autre, donc le fait que finalement un processeur peut être vu comme périphérique d'un autre. C'est ça qu'on est en train d'étendre comme notion de périphérique. Alors du coup, effectivement, on a mis un petit peu de temps à comprendre ça, même à la limite de faire des architectures où il y a un processeur qui est moins puissant que les autres et pourtant c'est lui qui a le plus de privilèges. Ça peut être intéressant, effectivement, d'avoir une architecture qui était comme ça. Bon, donc du coup, on a débouché sur ce qu'on appelle l'algorithmique répartie, le fait de pouvoir exécuter un calcul sur plusieurs machines à la fois et d'avoir une vision synthétique de tout ce qui se passe sur plusieurs machines à la fois et comment on gère ces problèmes de latence d'envoi des résultats,
etc. Bon, si on n'avait pas les architectures comme ça, il n'y aurait pas de moteur de recherche sur le web aujourd'hui. Hein. On estime à 1 million le nombre de machines pour qu'un moteur de recherche puisse fonctionner. C'est de cet ordre-là. C'est évidemment du calcul parallèle. Bon, alors du coup, là, ça recommence. C'est un petit peu comme tout à l'heure avec les interruptions. C'est difficile hein, de concevoir une pensée qui s'exécute sur plusieurs choses à la fois. Bon, cela dit, il faut quand même sortir un petit peu de la science. Hein. Si vous regardez un petit peu l'histoire de la musique, vous avez un parallèle qui est assez intéressant, c'est le cas de le dire, hein, entre la musique monophonique, hein, vous n'entendez qu'une seule voix. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les architectures Single Instruction, Single Data, SISD. On fait une seule chose à la fois sur une seule donnée. Si vous prenez le Multiple Instruction Single Data, vous pouvez comparer ça avec la musique polyphonique classique, hein, c'est-à-dire que vous avez un thème, et puis vous le faites jouer par plusieurs voix, c'est une fugue ou quelque chose comme ça. Ça ressemble pas mal effectivement au calcul, aux architectures MISD. Et puis, si on tire un peu la métaphore, allons jusqu'au bout, hein, vous pouvez prendre la polyphonie romantique, c'est-à-dire les opéras wagnériens, où vous avez plusieurs thèmes qui n'ont rien à voir entre eux et qui se permettent d'être énoncés en même temps et de résulter en une harmonie qui est parfois un petit peu surprenante. Et puis, si vous prenez carrément le MIMD, donc là, c'est chaque voix fait absolument ce qu'elle veut ou à peu près. Bah oui, il y a des gens qui sont capables d'inventer ce genre de choses. Et je pense que ça pouvait peut-être être de bons informaticiens qui s'ignorent. Alors, nous arrivons à la fin de la course. Le dixième périphérique, vous le connaissez très bien. Donc, vous avez ici un smartphone qui fait vraiment beaucoup de choses, puisqu'il vous affiche une carte du quartier où vous vous trouvez. Vous vous déplacez, et puis tout à coup, il se met à afficher la carte d'à côté, et puis à vous dire que vous êtes sur ce point-là de la carte. Comment ça marche? Ben, ça marche avec beaucoup de choses. Hein. C'est que d'une part, il a une antenne qui dialogue avec des antennes qui sont sur le toit des immeubles aux alentours. Comme il s'est déplacé, au bout d'un moment, il a perdu le contact avec la première antenne, mais hop, il a cette autre antenne qui va prendre le relais et qui va lui donner le bout de carte dont il a besoin puisqu'il n'est plus au même endroit. Et puis surtout, vous avez des satellites qui sont à quelques kilomètres au-dessus de nos têtes et qui vous donnent en permanence la position où vous êtes. D'accord ? Bon, c'est donc le système, le positioning system. Bon, je trouve quand même assez intéressant de rappeler que ce truc-là fonctionne grâce à quelque chose donc, qui s'appelle le GPS, qui est fourni gratuitement par l'armée américaine, mais qui a prévenu qu'elle se réserve le droit d'envoyer un jour des fausses informations, si jamais ça ne lui plaît pas. Nous avons en Europe maintenant un système concurrent qui s'appelle Galileo, qui est 10 fois plus fiable. J'ai cherché sur mon smartphone à dire c'est quoi le système de géolocalisation que tu utilises. Je ne sais pas lequel c'est, et je ne peux pas le changer. Donc c'est bien d'avoir cette fonctionnalité, mais moi, quelque part, ça me gêne un petit peu. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? De nouveau, quel est l'obstacle intellectuel qu'on a eu du mal à franchir? C'est le fait que finalement, on peut considérer ces satellites, il en faut 3 au moins pour pouvoir être repérés comme il faut. Donc, il faut les considérer comme des périphériques, puisque effectivement, cet ordinateur qui est le smartphone va pouvoir utiliser les informations en question. Mais c'est des périphériques qui sont à des kilomètres de distance. Et c'est des périphériques qui sont utilisés par tout le monde à la fois. Hein, ce que fait GPS, c'est d'envoyer un signal et puis le récupère qui veut. Autrement dit, un périphérique, ce n'est pas quelque chose qui est connecté matériellement, forcément, à un ordinateur. Ça peut être quelque chose qui est n'importe où, dans l'espace. Et ça aussi, ce n'était pas complètement évident d'y penser. Alors cela dit, on peut voir un petit peu rétrospectivement le fait qu'il y avait un petit peu cette idée de dire il faut raisonner en mode déconnecté. Si vous prenez justement l'évolution des protocoles de communication, le protocole HTTP, qui est le dernier né, est un protocole qui marche de manière déconnectée, c'est-à-dire qu'il se connecte uniquement quand il en a besoin, il va chercher son information, il va déposer son information, et après il se déconnecte tout de suite. Et puis, typiquement, un formulaire, quand vous le remplissez, vous êtes déconnecté.
Et c'est uniquement quand vous allez dire maintenant je soumets le formulaire qu'il va y avoir une reconnexion. Donc le fait qu'il faut vivre dans une idée qu'on n'est pas forcé d'être connecté en permanence, c'est effectivement la bonne vision des choses. Bon, alors du coup, on se retrouve avec des choses assez nouvelles à gérer. C'est que d'une part, donc, il faut gérer le fait qu'on est déconnecté, qu'il faut retrouver les informations, etc. Et puis alors, maintenant, il y a une masse de données qui est telle qu'on ne peut plus faire de l'algorithmique comme on en a fait jusqu'à présent, qui est de dire, je commence par lire les données, et après je fais mon calcul. Ben non, il y a des fois, vous ne pouvez, votre masse de données est tellement énorme que vous pouvez la lire que bout par bout, vous faites un bout de calcul, et puis il faut avancer. Bien, alors, ma course est finie, il y a un grand absent, d'ailleurs aussi dans l'assistance, c'est dommage, c'est l'intelligence artificielle. Effectivement, je ne vois pas comment rattacher l'intelligence artificielle à cette vision de l'informatique. Alors, plusieurs remarques. En fait, si vous regardez un petit peu la technologie de l'intelligence artificielle, depuis le début, on vous parle de réseaux neuronaux, et depuis le début, on vous parle de bases de connaissances. Et en fait, qu'est-ce qui a vraiment fait progresser l'intelligence artificielle, surtout récemment? C'est le fait qu'effectivement, les processeurs sont plus rapides, les mémoires sont plus étendues. Et on ne peut pas dire qu'il y ait eu vraiment de rupture épistémologique dans l'avancée de l'intelligence artificielle. C'est les mêmes concepts qui sont là depuis longtemps. En gros, c'est le fait d'exploiter par un système neuronal une base de données. Alors, est-ce que c'est un peu surprenant, cette absence? D'une part, j'aurais un petit peu envie de dire que l'intelligence artificielle, est-ce que c'est véritablement une science? En fait, on postule qu'il est possible qu'une intelligence artificielle existe. Or, je répète, la science étudie des phénomènes. Donc on postule que ce truc-là existe, et on va en faire la science. C'est quand même bizarre d'avoir cette posture. Moi, je préfère dire que c'est un ensemble de technologies qui sont issues de la mécanique au départ, de l'informatique aujourd'hui, peut-être demain de la biologie, avec tout ce qui est transhumanisme et compagnie. Donc, est-ce que ça fait vraiment partie de l'informatique? D'un certain point de vue, je ne suis pas sûr. Et puis, si vous regardez un petit peu l'évolution de l'histoire des sciences, en particulier l'informatique elle-même, au début, c'était une branche des mathématiques, et puis elle a pris son indépendance. De même que justement, au début, on appelait philosophie toutes les sciences, et chaque branche des sciences a fini par prendre son indépendance. Moi je suis assez convaincu que l'intelligence artificielle est une discipline qui a sa propre épistémologie, et qu'on va assister dans les années à venir, une fois de plus, à une fractalisation, pour reprendre notre vocabulaire, entre l'informatique et l'intelligence artificielle. Ce n'est pas exactement les mêmes manières d'aborder certains problèmes, et on peut imaginer donc un rapport entre l'intelligence artificielle et l'informatique comme étant assez parallèle à celui de la médecine et de la biologie. C'est-à-dire justement quelque chose un peu théorique et quelque chose qui est un petit peu plus pratique. Bien, alors, ce que je retiens de tout ça en particulier, c'est qu'il faut vraiment faire attention au vocabulaire. J'ai signalé à plusieurs reprises qu'il y avait des confusions ou des mauvaises terminologies. L'IA en donne pas mal, donc il y a déjà intelligence artificielle, déjà intelligence en anglais, ça se dit cleverness. Et puis artificiel, justement, si on fait des êtres artificiels par clonage, etc., on va peut-être parler d'intelligence artificielle à leur propos. Donc, est-ce qu'on va parler d'intelligence artificielle d'êtres vivants clonés ou intelligence artificielle numérique? Moi, je préfère de parler de savoir artificiel, ça me paraît quand même plus clair. Et puis il y en a aussi un autre que je trouve très critiquable, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage profond, le deep learning. Là aussi, quand vous regardez comment ça fonctionne, en fait, moi j'appelle ça du mimétisme massif. Ça fonctionne par mimétisme, avec tous les risques que ça a de répéter quelque chose et puis en fait de ne pas comprendre et du coup de ne pas faire le bon geste, la bonne attitude au bon moment. Et puis il y a le mot overfitting aussi qui jargonne tant et plus dans le milieu. L'overfitting, ça s'appelle le plagiat. C'est quand justement, à force d'imiter, on n'est capable que de reproduire exactement la même chose. Donc là, je pense qu'il y a des efforts à faire là-dessus. Et je pense que si
On assiste aujourd'hui à une certaine phobie envers les technologies et la science. En particulier, il y a cette grande accusation que la science ne pense pas. Je pense qu'il est vrai qu'elle ne pense pas assez à son vocabulaire. Mais je pense que ça nous retombe dessus. Alors du coup, je conclus donc sur, c'est quoi du coup l'informatique, si c'est en tout cas la vision que je viens de donner ici. Il y a un très joli petit livre de Jean Rostand, qui était le grand biologiste des années 50, qui disait que la biologie, elle se pose la question qu'est-ce que la vie, mais qu'elle n'arrive pas à y répondre, mais que c'est pas parce qu'elle n'arrive pas à y répondre qu'elle ne progresse pas. Bon, je pense que c'est valable un petit peu pour toutes les sciences. Et que donc, il faut se poser la question, alors nous, on essaye de répondre à quelle question? Alors évidemment, la première idée qui vient, c'est de dire, d'où ce qu'on étudie, c'est l'intelligence. Mais bon, je ne suis pas très convaincu de ça. Aujourd'hui, vous avez donc des ordinateurs qui créent de la musique. Ce qu'on attend de la musique, c'est qu'elle nous séduise. Ce n'est pas tellement qu'elle nous fasse preuve d'intelligence. En général, même, on reproche souvent à des musiciens d'être trop intelligents quand ça ne plaît pas. C'est le grand reproche à la musique contemporaine. Donc, à mon avis, ce n'est pas ça. Moi, je pense plutôt que ce qu'on étudie, c'est qu'est-ce que la pensée, de manière beaucoup plus générale, en particulier, éventuellement, la pensée musicale, la pensée architecturale, la pensée tout ce que vous voudrez. Et je pense qu'on ne répondra jamais à cette question, mais que justement, il faut essayer d'y répondre, quand même. Je vous remercie, et je suis ouvert à toutes les questions. Pour vous aider, je vous propose ce résumé de ma conférence, donc tous les points que j'ai abordés. Ok, j'espère que vous n'êtes pas ennuyés. Alors, moi j'aurais une remarque en tout cas, je trouve ça assez intéressant. Je trouve juste que ton parcours est de haie séquentiel, alors que je trouve que en fait, elles sont un petit peu longues et elles s'entrelacent un peu à un coup. Voilà, après, effectivement, il y a une simplification nécessaire, mais il y a des inventions, des haies qui en fait sont à mon avis superposées. Oui, alors, je dirais les choses autrement. Je fais une histoire dans laquelle je n'ai jamais prononcé une date. Bon, ce qui est effectivement un petit peu surprenant. Bon, c'est tout à fait volontaire. Le métier d'historien, c'est un métier très particulier et je ne suis absolument pas historien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les idées évoluent. Et puis effectivement, il y a eu des recoupements, etc. C'est très clair. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Il fallait que je m'enregistre et puis que j'ai deux voix ou trois voix qui disent il s'est passé ça au même moment. Bon. Non, parce que certaines insertions, elles ont résonné les unes avec les autres. Et ça se voit, ça transparaît dans ton cours. Tu dis, c'est pas pareil, commencé très tôt, mais ça a commencé quand il y avoir plus de processeurs, les contrôleurs du disque, les disques n'ont pas apparu tout de suite. Les disques, c'était un accès direct, comme tu dis. Tu avais des bandes magnétiques, c'était un accès essentiel, ça posait d'autres types de problèmes. Voilà, et en fait, effectivement, par exemple, tu t'intéresses à un aboutissement le disque, un aboutissement de la mémoire de masse, et des choses. C'est ça qui est. Mais c'est un bon prix, hein, c'est intéressant. C'est un parti pris, puis surtout, quand tu veux faire quelque chose de synthétique, tu es obligé effectivement de dans le truc. Donc c'est pour ça que encore une fois que j'ai mis pas de date. Je sais très bien que si je mettais les dates, alors là on allait me dire mais non, mais il y a Marchand qui avait découvert avant, etc. Bon, mais c'est pas ça, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est de voir qu'est-ce qui a été franchi. Et effectivement, il y a des choses qui ont été franchies au même moment, c'est sûr. Non, c'est à peine une question, c'est une remarque. Et qui est marginale par rapport à ton propos, qui était superbe. Mais tu as prononcé le mot physique et tu as dit la physique c'est la mesure. Et je ne crois pas que ce soit vrai, simplement parce que comment savoir ce qu'il faut mesurer? Donc c'est toujours la théorie, même si elle est fausse, qui dit ce qu'il faut mesurer. Donc la physique, c'est aussi l'abstraction. Oui, ok. Cela dit, c'est pas moi qui ai dit connaître c'est mesurer, c'est Bachelard. Hein. Oui, mais on peut être en désaccord avec Bachelard. Ça passe par la mesure, bien sûr. Mais dire, tu vois, réduire la physique à la mesure, ça, je ne crois pas que ça tienne. Mais j'ai pas dit la physique se réduit à la mesure. Je dis non. Bon, merci beaucoup. Ok, j'espère que vous n'êtes pas ennuyés.